Bonjour, donc je suis très content de vous présenter cette première vidéo. En fait, je voudrais vous parler d'un objet que vous connaissez probablement au moins de nom qui s'appelle le disque de Sabou. Le disque de Sabou, c'est un objet qui a été créé dans l'Égypte antique et en particulier au tout premier temps de l'Égypte antique historique telle qu'on la connaît, c'est-à-dire lors de la première dynastie. Lors de la première dynastie, en fait, le créateur, c'était Narmer. On a retrouvé la fameuse palette de Narmer qui explique comment il a réussi à s'imposer en fait en Égypte et à réunir sous son pouvoir toute l'Égypte ancienne, donc principalement évidemment sur le Nil. C'est un objet qui date de 3000 à 2800 avant Jésus-Christ. Il a été trouvé en 1936 dans une nécropole au nord de Saqqara. Cet objet a été trouvé dans la tombe d'un ancien fonctionnaire qui s'appelait Sabou ou Sebou. Donc cet objet en fait a beaucoup fait travailler l'imagination et beaucoup de gens se sont demandé à quoi il servait. Pourquoi ? Je pense que c'est important déjà de voir la forme de l'objet en question, hein, qui se trouve ici. On voit que c'est une coupe, c'est présenté comme une coupe plate de 60 cm de diamètre. Donc, vous voyez, 60 cm de diamètre, hein, c'est quand même quelque chose de relativement imposant, avec une hauteur de 10 cm. Donc, vous voyez, ça peut être quand même quelque chose de relativement lourd, bien qu'il n'y ait pas le poids là-dessus. Et vous pouvez voir qu'au milieu, vous avez un rond avec un trou. La partie sombre ici correspond en fait à ce qui est évidé, hein, à ce qui est creux. Et puis vous avez ici en fait 3 lobes. Donc c'est ce qui fait la particularité de l'objet, hein. Vous avez 3 lobes ici qu'on peut voir à cet endroit-là et qui font vraiment le fait que l'objet est vraiment très particulier. Donc je vous ai dit que je vous allais vous présenter mon idée à ce sujet-là, mais néanmoins, avant, j'aimerais vous montrer en fait qu'est-ce qui, à mon avis, inspire beaucoup les gens quand ils parlent de cet objet. En fait, dans les années, disons, 50 à 80, pour être large, vous aviez des constructeurs informatiques, donc là en l'occurrence c'est IBM, qui faisaient des lecteurs de bandes magnétiques. Donc en fait ça lisait et ça écrivait les bandes magnétiques, hein, grâce à un procédé magnétique. Et on peut voir en fait que la forme du support de ces bandes magnétiques en fait rappelle quand même le disque de Sabou. C'est-à-dire qu'on a ici 3 trous là, qui sont en triangle avec un trou rond au milieu pour faire passer un axe de manière à pouvoir faire tourner le support de la bande magnétique. Donc quelque part, c'est difficile de s'extraire en fait de cette forme-là, hein. On voit bien que culturellement parlant, c'était pas le cas en 1936, hein, bien évidemment, mais culturellement parlant, eh bien on est plutôt tendance plutôt portée en fait à penser que ça puisse être une machine tournante, parce que c'est le cas, hein, pour les bandes magnétiques, et je dirais, à mon avis, c'est plutôt une influence culturelle qui nous est propre. Simplement, le problème de considérer que ça c'est une machine tournante, c'est que en fait c'est lourd, c'est grand et surtout c'est fragile. Quand ça a été retrouvé, hein, on l'a vu, le truc était en morceaux. Donc, c'est quand même pas... Les Égyptiens ont fait d'autres objets en pierre, mais en pierre très dure, qui ont vraiment résisté au temps, qui ont résisté au millénaire, et on en a retrouvé beaucoup. Donc, en fait, ils savaient faire, hein, ils savaient travailler la pierre extrêmement dure. Et donc, il n'y a pas de raison, à vrai dire, pour que si ils avaient besoin de quelque chose en pierre dure, ils ne l'aient pas fait.
Donc pour moi, je pense que déjà, ça réduit de beaucoup l'utilisation théorique en fait de ce type d'éléments. J'ai vu des essais ou j'ai vu des tests ou des vidéos dans lesquelles les gens faisaient couler de l'eau dessus ou au contraire souffler voilà, avec un objet. Le problème, c'est que ça marche pas, c'est-à-dire que les lobes sont beaucoup trop fins et le poids de l'objet est beaucoup trop lourd pour obtenir un résultat quelconque de cette façon-là. Donc en fait, on peut très bien imaginer cet objet hein, à plat comme ça. On peut l'imaginer même verticalement, donc comme une machine tournante verticale, par exemple plongée dans de l'eau. Mais le problème, c'est que ça amène pas grand-chose en fait. Et encore une fois, il y a la problématique de la fragilité de l'objet. On peut même l'imaginer de manière complètement inversée, c'est-à-dire cette partie-là, en fait, considérer que c'est le dessous et la partie du bas, ici, considérer que c'est le dessus. C'est pas quelque chose de farfelu. Hein. On pourrait très bien imaginer, par exemple, un système qui permet de polir, voilà, poser quelque chose dessus et en faisant tourner ça, on peut imaginer que ça puisse polir quelque chose. On pourrait très bien imaginer aussi que ça puisse être un support, par exemple pour de la poterie, donc poser dessus des éléments, par exemple comme de l'argile ou ce genre de choses-là, et puis pouvoir le tourner avec la main, comme ça, hein, par les anses, quelque part, donc pour ajuster, disons, pour ajuster la position de l'objet à sculpter, de l'argile, et donc pouvoir travailler plus facilement. Donc ça peut être le genre de choses qu'on peut envisager. Vous voyez, il y a pas mal de possibilités. Le problème, c'est que à chaque fois qu'on essaye de mettre ce genre d'hypothèse, bah, il y a le problème soit de la fragilité de l'objet, soit de se dire, bon, bah, c'est bien, mais pourquoi finalement tout ça, c'est pas plein. Vous voyez, il y a vraiment toutes ces questions qui sont en suspens. Alors, il n'est pas rare de trouver de grands bols plats en pierre de la première à la troisième dynastie, donc c'est justement pendant cette période. La fabrication d'objets en pierre était une activité prestigieuse, et on a mis au jour à Saqqara d'autres objets en métasiltite de haute qualité. Mais le disque de Sabou, par son dessin et sa forme, reste une pièce exceptionnelle de l'égyptologie. Donc c'est quelque chose de très clair. Donc il y a un certain nombre d'interprétations qui ont été données sur le sujet. Bon, je vais pas m'appesantir là-dessus, mais voilà, ça on le sait très bien, sinon je ferais pas cette vidéo. Alors, la tombe en question appartient à Sabou. Sabou, gouverneur dans l'Égypte antique, première dynastie. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses qui sont dites sur le sujet, mais simplement cet objet circulaire en forme de roue de char, donc voilà, déjà une autre hypothèse, hein, en forme de roue de char, pourquoi pas, a été qualifié d'Aube Art. Une copie est présentée à Jungfrau Park. Alors, Aube Art, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Out of Place Art, c'est de l'anglais. Ça veut dire hors de... comment dire? C'est quelque chose qui, normalement, ne devrait pas être là. En fait, on pourrait dire plutôt un anachronisme. Ça veut dire que c'est pas du tout... le disque ne correspond pas à l'époque à laquelle il a été censé être fait. C'est-à-dire qu'il a été trouvé à une époque en fait où peut-être il aurait censé ne pas exister. C'est le cas par exemple de ce qu'on a pensé de la machine denticitaire ou encore d'autres objets qui ont interrogé parce qu'on les avait trouvés dans des couches sédimentaires, par exemple, où à l'époque, par exemple, il n'y avait pas l'homme sur Terre. Donc voilà, ça posait question. Donc, bon, vous avez toutes ces informations-là. Et moi, surtout, ce qui est intéressant, donc, c'est
voilà, j'ai retrouvé, ça fait pas mal de temps que j'avais trouvé comment dire, ce document, The Tomb of Sabu and the Trilobed Schist Ball. Donc, ça explique vraiment la découverte de cet objet, et on va voir que ça peut nous donner des éléments de réponse justement sur l'utilisation de l'objet en question. Enfin, ce que je pense, une des hypothèses. Donc là, on voit à Saqqara, en fait, on voit hein, première dynastie, les tombes de la première dynastie qui sont alignées comme ça, puis les tombes de la deuxième et troisième dynastie. Donc la tombe 3111 qui est ici, c'est celle-là dans laquelle a été retrouvée justement ce disque. Donc vous avez une description de la tombe. Voilà, bon, je ne vais pas vous le faire ça, mais voilà exactement en fait où ils ont retrouvé le disque en question. Donc c'était ici, il était, on le voit représenté complètement brisé, et on voit des fragments du bol. Donc on voit qu'il a été découvert vraiment en très mauvais état, parce que bah, évidemment il est fait en fait dans un matériau qui est extrêmement fragile. Alors voilà maintenant la photo du bol en question. Donc là, je pense que c'est beaucoup plus clair. On voit d'ailleurs les restes, hein, on voit des cassures. Ici, on voit qu'il a été recollé en fait, hein, tout simplement qu'il a été restauré. Et ce qu'on peut remarquer, donc, c'est ici le fond. Hein, il y a vraiment un espace important à cet endroit-là. Vous avez les lobes qui viennent ici, qui arrivent pratiquement à l'horizontale. Et puis vous avez donc ces fameuses anses ici qui sont quand même relativement fines. Et puis on voit quand même, bon, c'est un objet d'art, mais on voit la distance là ici et là, elle est différente. Ici c'est beaucoup plus épais que là. Donc c'est pas un objet parfait. On est très loin d'un objet parfait, et on est très loin d'un objet, on va dire, technologique. Voilà. Voilà. On voit ici les anses, hein. Et puis on voit donc la différence, par exemple, qu'il peut y avoir ici entre le volume à l'arrivée ici et le volume ici. On voit très bien que c'est pas vraiment pareil. Donc quelque part, la manière dont ça a été fait n'est pas. Pourtant, c'est un matériau qui est extrêmement fragile, donc qui peut être travaillé quand même relativement facilement. On remarque qu'il y a quand même moins de précision que ce qu'on a pu voir sur certaines sculptures de l'Égypte antique, ou alors que certains objets, par exemple je pense à des urnes, à des bols ou à des choses comme ça, qui sont faits dans des matériaux beaucoup plus durs et qui apparaissent quand même mieux finis, à vrai dire, que ça. Donc là, on a la partie centrale. On a la partie centrale avec ici le trou à la place du bois ici. Et tout autour, bah voilà. Quand on regarde l'objet de profil, là c'est vraiment très clair. On voit qu'il y a vraiment un problème quelque part de réalisation. C'est-à-dire que c'est vraiment pas symétrique du tout. On voit que c'est plus épais en fait là que là, par exemple. Donc c'est vraiment une conception très humaine, hein, avec les imperfections qu'on peut attendre de cette époque-là, hein, pour travailler ce genre de matériaux. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui me paraît intéressant. Et ce qui avait attiré mon attention, hein, c'est l'image que vous aviez vue tout au départ. C'est en fait ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Ils expliquent hein, que ce sont des figurines de serpents qui sont faites en argile et qui datent de la période Nagada II. Donc la période Nagada, en fait, c'est la période qui se situe avant même la période de l'Égypte
historique, on va dire, de l'Égypte antique. Et donc, voilà, il y avait déjà une activité à l'époque au bord du Nil, et bah, ce genre de choses vient de cette activité-là. Et on peut voir donc, euh, de manière assez intéressante, en fait, comme ça, les serpents, avec ici un troisième œil, c'est ce qui est indiqué dans la description. On peut voir aussi un espèce de comment dire, de trou ou quelque chose au milieu. Et puis ouais, on a ici des espaces quand même, hein, qui sont creusés dans le socle en fait. Donc euh, on voit que les égyptologues ne savent pas du tout de quoi ils retournent, hein, puisqu'ils disent que ça n'est pas très bien compris. Donc, comme tout ce qu'ils ne savent pas, bah, ils attribuent ça à de la magie ou de la religion. Les figurines animales ont souvent été associées avec des offrandes à des temples religieux, voilà, ce genre de choses-là, pour les différentes divinités. Donc, il y a un certain nombre d'objets prédynastiques. Donc, c'est ça, hein, prédynastique, c'est avant l'Égypte antique, euh, qui décrivent une association assez étroite entre les serpents et les éléphants. Mais bon, ça, c'est quand même quelque chose de assez différent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment la forme de cet objet. Et en fait, c'est après avoir beaucoup réfléchi au disque de Sabou, et moi j'aime bien la techno, hein, j'aime bien la technologie, et donc vraiment je me suis demandé à quoi ça pouvait bien servir tel qu'il était, quoi. Je veux dire, quelque chose avec ces caractéristiques physiques-là, ça me paraissait vraiment difficile de me dire, bah voilà, il sert à telle chose. Alors, on peut dire que ça peut être une maquette. Alors ça, c'est vrai. Si c'est une maquette, là, effectivement, on est dans l'hypothèse, et pourquoi pas. Mais c'est pas mon idée. Pour moi, c'est pas une maquette, c'est vraiment un objet qui a été fait et qui a une fonction, en fait, qui a une utilité. C'est pas nécessairement un objet d'art. Je pense peut-être à cette époque-là, ils avaient déjà les moyens en fait de faire des objets d'art vraiment beaucoup plus parfaits, beaucoup mieux finis en tout cas. Surtout pour des gens qui ont un tel niveau de responsabilité, un haut fonctionnaire, un gouverneur, voilà, qui a une tombe près d'une mastaba, c'est quand même quelqu'un d'assez important. Donc pour moi, cet objet, il a une utilité, on la connaît pas, et c'était pas une maquette, c'est pas une décoration, je pense pas. Et voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter mon hypothèse. Donc mon hypothèse, la voilà. Alors j'ai fait ce que j'ai pu avec l'intelligence artificielle, ça n'a pas été très facile, autant vous le dire. Donc c'est pour ça que c'est un peu imprécis, et franchement, bon, j'en suis pas très content, mais bon, je peux pas me permettre non plus de passer des jours pour faire quelque chose de parfait. Donc ce sera aussi parfait que le disque de Sabou en fait. Voilà, donc voilà mon hypothèse. Mon hypothèse est la suivante. C'est que, euh, en fait, cet objet, il a une utilité. L'utilité, ça peut être tout simplement d'être un endroit où peuvent venir se reposer les oiseaux. Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être soit les oiseaux peuvent venir en fait sur ces lobes, ici, soit ils peuvent être attachés, hein, ils peuvent être attachés par exemple avec des petites chaînettes en cuivre ou ce genre de choses-là, hein, des trucs vraiment très légers, de manière à les maintenir captifs. Bon, ça s'est toujours fait, hein, je veux dire, les perroquets, c'est un peu le cas, hein. Vous avez des perroquets que vous mettez comme ça sur un... Alors, je sais pas si c'est autorisé encore, mais bon, ça existait en tout cas à une époque. Mais
j'ai pas d'avis sur la question. Ça veut dire, ça peut être pour mettre une chaîne, ici par exemple, et elle peut coulisser comme ça le long de l'anse. Ça permet de garder l'oiseau sur son lobe et de peut-être pas trop déranger les autres, et de pas s'envoler évidemment, de pas partir. Donc voilà, ça peut être une solution éventuellement. Voilà. Ça peut être aussi sans la chaînette. Eh bien, tout simplement, les oiseaux viennent ici, viennent sur les lobes. Il y a juste la place qu'il faut pour un oiseau. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent faire pas mal de choses. On peut imaginer par exemple que le fond du récipient en fait soit rempli d'eau, hein, que ce soit vraiment rempli d'eau. Donc par exemple un oiseau peut pas aller directement ici à travers l'eau en fait sur le lobe de l'autre. Donc ils auront du mal en fait à s'embêter et éventuellement ils peuvent placer ici une petite coupe avec des graines. Donc on voit bien à ce moment-là les oiseaux peuvent venir picorer les graines qui se trouvent dans là et ça peut être un moyen de les attirer. C'est-à-dire les oiseaux voyant les graines viennent sur les lobes et à ce moment-là vont picorer là-dedans par exemple. Voilà. Ça peut être donc une hypothèse comme ça. Alors ensuite il faut voir les oiseaux que ça peut être, hein. Évidemment c'est probablement pas des passereaux, mais c'est pas non plus des aigles royaux, hein. Donc voilà, c'est un peu le truc. Les lobes ont une utilité pratique, c'est de quelque part éviter que les déjections des oiseaux en fait viennent dans le milieu de l'objet ici et permettrait de nettoyer assez facilement cet endroit-là parce que c'est quand même ça peut être une des problématiques. Il y a d'autres hypothèses qui pourraient d'ailleurs comment dire il y a d'autres hypothèses qui pourraient être envisagées à ce sujet-là, mais bon, je préfère les garder pour moi éventuellement, mais ça peut vraiment être une utilité. Mais voilà. Donc ça peut être un peu l'idée. L'idée, vous voyez, c'est d'avoir un peu, parce que la représentation des trois serpents, c'est quelque chose qui existe, hein, qui existe. On voit un peu en fait quelque part une familiarité entre ces deux représentations. Et pour moi, ça peut être une explication qui est relativement suffisante. Alors évidemment, il ne faut pas que les oiseaux, en fait, ils aient un poids trop important pour pas risquer de casser les lobes ici. Mais finalement, dans une vie paisible, ça peut être intéressant. On peut imaginer aussi hein, que les anses puissent servir, alors soit en même temps que les chaînettes, soit sans les chaînettes, pour stabiliser malgré tout quand même l'équipement, bien que de par son poids, à mon avis, il peut très bien supporter les oiseaux, hein, mais ça peut être peut-être nécessaire d'utiliser des petites cordelettes sur les trois anses de manière à stabiliser ça en nouant ça sur un pied de table par exemple, sachant qu'une table par exemple qui aurait les trois pieds, vous voyez un peu l'idée, ou dans une tente hein, éventuellement, ou des piquets dans le sol, voilà, il peut y avoir pas mal d'hypothèses, mais pour moi, après vraiment y avoir réfléchi longtemps, hein, j'imagine pour vous c'est pareil en fait. Pour ceux qui s'intéressent à ce type de sujet, vous avez tous un peu ce type d'objet en fait dont l'énigme vous trotte dans la tête. Il y en a d'autres, hein, il y en a pas mal. Et vous aimez peut-être réfléchir un peu à des solutions, à des hypothèses. Donc, écoutez, voilà mon hypothèse en tout cas pour le disque de Sabou. Je pense que ça peut être assez raisonnable. Maintenant, comment tester ça? Pour moi, pour tester cette hypothèse, il faut nécessairement pouvoir reproduire le même genre de choses. Bon, c'est pas nécessaire que ça soit parfaitement reproduit, hein,
Mais il faut que ça soit relativement lourd, ça c'est important. Il faut éventuellement essayer avec des oiseaux sans la chaîne, parce que je pense pas que ça soit très autorisé aujourd'hui, mais simplement en mettant de l'eau, en mettant des graines, normalement les oiseaux ça devrait les attirer et ils devraient pouvoir venir. Donc ça pourrait être intéressant à ce moment-là de voir ce qui se passe au niveau voilà, pour voir. Bon, évidemment, il faut être dans un endroit où il y a quand même des oiseaux d'une taille raisonnable. Donc, pas en haute montagne, peut-être pas de la mer, parce que je suis pas persuadé qu'une mouette, en fait, ça fasse trop l'affaire, à vrai dire. Mais vous voyez, peut-être des pigeons, ça peut être intéressant. Ça peut être une possibilité de, comment dire, je ne sais pas s'il y avait des pigeons dans l'Égypte ancienne, mais c'est quand même une pratique qui est assez ancienne. Mais si ça existait, ça peut être aussi quelque chose de possible pour pouvoir accrocher plus facilement des choses aux pattes des pigeons, par exemple, pendant qu'ils sont en train de manger, se désaltérer, tout ça. Peut-être ça les stresse moins. Voilà, c'est une petite piste d'atterrissage pour les pigeons voyageurs. Mais bon, je plaisante, mais je pense vraiment, j'aime beaucoup cette hypothèse. Franchement, j'aime vraiment beaucoup cette hypothèse. Et bah, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire. Il n'y a pas de, y a pas de souci. Mais dans ces cas-là, il faut vraiment pouvoir me prouver que, que je me trompe sur ce sujet-là. Je vous cache pas que j'avais pensé éventuellement aux serpents, à d'autres bestioles, mais je trouve que c'est beaucoup moins gérable en fait que les oiseaux. Et donc ça me paraît un peu plus compliqué. Par exemple, les serpents enroulés dans le truc, voilà, mais ça me paraît quand même beaucoup moins gérable. Et, et pour les oiseaux, je pense qu'il y a vraiment une possibilité sur le sujet. Voilà, donc bah, ça c'est la mastaba de Saqqara, la mastaba de Djoser. Bon, c'est pour conclure cette vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.